Notre Europe Institut Jacques Delors a publié en mai 2013, en mai dernier, ce rapport Think Global, Act European, Thinking Strategically about the EU's External Action, qui rassemble les contributions de 16 think tanks européens sur l'action extérieure de l'Union européenne. C'est le fruit d'un travail collectif d'une quarantaine d'experts qui ont passé en revue toute une série d'enjeux qui ont trait au développement de l'action extérieure de l'Union européenne, au développement d'une stratégie d'action globale pour analyser quelles sont un petit peu les bases d'un agenda positif de l'action extérieure de l'Union européenne. À un moment où la crise économique a eu tendance à renforcer un peu une introversion des leaders européens qui cherchent encore actuellement à relancer les économies des différents États membres, alors que le contexte international a beaucoup évolué, le contexte de la multipolarité du monde actuel s'est renforcé et que l'Union européenne fait face aux défis de nouvelles puissances économiques et de puissances émergentes, on a besoin d'une vision globale dans laquelle s'intègrent toutes les initiatives qui sont prises au sein de l'Union européenne. C'est le fruit d'une coopération qui était née en 2008, que notre Europe avait lancée entre un groupe de think tanks pour confronter les différents points de vue nationaux, qui soient un peu le reflet de la diversité européenne. Ce quatrième rapport, aujourd'hui, rassemble le travail d'une quarantaine d'experts qui se sont attachés à cinq grands enjeux qui concernent l'action extérieure de l'Union européenne. Comment mieux promouvoir les intérêts économiques de l'Union européenne sur la scène internationale, comment assurer le développement durable de l'économie européenne et l'accès aux ressources stratégiques. Troisième enjeu, comment relever le défi démographique de l'Union européenne et donc quelle politique migratoire globale développer. Et enfin, deux enjeux, la politique de voisinage de l'Union européenne, comment faire du voisinage de l'Union européenne un espace d'opportunité à un moment où les défis se renforcent et l'instabilité du contexte du voisinage proche de l'Union européenne se renforce. Et puis, comment résoudre l'enjeu de la baisse des financements des capacités des budgets nationaux de défense et en même temps assurer la sécurité de l'Union européenne. Ces 5 enjeux, sur chacun de ces enjeux, nous avons des analyses ponctuelles sur des enjeux spécifiques du débat et des recommandations qui sont présentées par chacun des experts. Et puis ça a mené à la fin à la sélection un peu d'une série de recommandations clés. Si l'on parle de la gouvernance économique de l'Union européenne, un des premiers, qui est donc le premier chapitre du rapport, un des premiers enjeux concerne la fragmentation un petit peu des stratégies européennes. Alors que les États membres ont actuellement tendance à compenser la faible demande interne par des diplomaties commerciales nationales assez offensives, en cherchant un petit peu à imiter, on va dire, la stratégie des puissances émergentes, ces stratégies nationales conduisent à une certaine fragmentation de la défense des intérêts nationaux à plus long terme pour renforcer la compétitivité européenne à plus long terme. Et ça risque de ne pas suffire. Les recommandations que présentent les auteurs du rapport tendent plutôt à renforcer l'appui que l'on peut prendre sur le marché unique, notamment achever le marché unique plus spécifiquement dans le domaine des services, et à renforcer la coordination des intérêts européens sur la scène internationale, dans les grandes organisations internationales. Des recommandations spécifiques sont faites pour notamment concrétiser cette idée, qui n'est pas nouvelle, mais qui peine à voir jour, d'une représentation unique. Alors cette fois-ci, dans le rapport, ce qui est défendu, c'est l'idée d'une représentation unique de la zone euro au FMI, mais c'est également utiliser les mécanismes de surveillance qui ont été mis en place au niveau européen comme plateforme de coordination des positions européennes, notamment sur les grandes questions financières mondiales. Ça passe aussi par le renforcement des relations avec les grands partenaires stratégiques, en premier lieu les États-Unis, mais également la Chine,
et derrière également l'Afrique, qui est une région insuffisamment valorisée par les Européens. Pour ce qui est des États-Unis, la nouvelle négociation qui est en train de s'engager pour un partenariat commercial est une question clé, et le partenariat avec les États-Unis est primordial pour la défense des valeurs occidentales sur la scène internationale et pour contrer un peu les dérives du capitalisme d'État que l'on voit se renforcer chez différents partenaires. Mais par ailleurs, l'Union européenne doit réussir à développer des relations beaucoup plus stratégiques et peut-être moins défensives avec un partenaire clé, par exemple comme la Chine, avec laquelle il lui faut à la fois être plus ferme et en même temps développer des terrains de coopération plus forts sur des domaines d'intérêt commun. Alors, d'un côté, pour ce qui est de la fermeté, ça passe par notamment plus de transparence sur la souscription d'emprunts souverains par la Chine dans les différents États membres, mais de l'autre, développer plus de coopération et essayer de créer plus de confiance dans un certain nombre d'autres domaines. Si l'on aborde ensuite les enjeux de ressources stratégiques, en premier lieu évidemment l'énergie, mais il y a aussi les enjeux agricoles, sécurité alimentaire qui sont derrière, l'accès à toutes les matières premières, et puis enjeu global par excellence, la question du développement durable. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que les Européens ont perdu beaucoup d'influence sur la scène internationale. La crise économique, évidemment, impacte cette situation. Et qu'une des priorités pour les Européens, c'est d'abord de montrer l'exemple par l'accélération un peu de la transition verte de l'économie européenne. Ça passe par le fait d'assurer le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émissions, mais ça passe aussi par le fait de renforcer la dimension extérieure de nos politiques internes, notamment dans le domaine de l'énergie. Alors, d'une part, achever le marché européen de l'énergie, par ailleurs, en externe, renforcer des partenariats collectifs d'approvisionnement. C'est vrai dans le domaine du gaz, mais c'est vrai de manière plus générale pour essayer de favoriser une intégration régionale des enjeux énergétiques et de l'approvisionnement énergétique. Donc parvenir à ce que les Européens se mettent d'accord pour leurs approvisionnements, les négociations qu'ils mènent avec leurs partenaires extérieurs, en premier lieu évidemment la Russie, mais tout en préservant les bases actuelles de diversification d'approvisionnement. Sur chacun de ces domaines, à chaque fois, il y a toute une succession de recommandations précises qui sont énoncées. Troisième gros enjeu, l'enjeu démographique. On est actuellement confronté à des pics de chômage, à des renforcements de la xénophobie, du racisme, mais on sait qu'à plus moyen terme, on a affaire à des enjeux d'approvisionnement de main-d'œuvre dans une série de secteurs qui sont déjà assez bien identifiés, et que l'Union européenne a besoin de développer une stratégie de moyen long terme d'immigration choisie pour faire face à ces besoins de main-d'œuvre et qui lui permettent de s'engager un petit peu dans la course au talent qui est déjà effective dans le monde entier et pour laquelle un certain nombre d'autres partenaires, en premier lieu on le sait, les États-Unis, le Canada, ont des stratégies qui sont clairement définies. Des recommandations sont énoncées de ce point de vue-là, que ce soit dans le cadre des partenariats pour la mobilité, obtenir que des États membres qui ont des besoins similaires de main-d'œuvre hautement qualifiée, qui offrent des niveaux de vie, de rémunération similaires, puissent se coordonner pour développer des stratégies attractives de main-d'œuvre. Mais ça passe aussi par le fait de favoriser les admissions de migration légale et favoriser l'attractivité du marché du travail européen par une plus facile libre circulation des migrants au sein de l'Union européenne. D'autres mesures viennent étayer ces recommandations.
sur cette question-là, un des grands axes de réflexion a été le besoin de dépasser l'approche sécuritaire, qui est un des grands axes de la politique migratoire européenne, par une approche plus globale et qui intègre également les intérêts et les demandes de nos voisins les plus proches. Ce qui veut dire actuellement la politique migratoire européenne est largement menée par la Direction générale Affaires intérieures de la Commission européenne et gagnerait à être mieux coordonnée avec le Service européen d'action extérieure qui a dans ses compétences les relations avec les partenaires, notamment du voisinage, mais tous nos partenaires extérieurs. Donc une des recommandations passe par la nécessité de créer plus de groupes de travail entre la Commission européenne et le Service d'action extérieure, mais également dans le cadre de la composition de la nouvelle commission de 2014, après les élections de 2014, obtenir que le nouveau commissaire à l'élargissement et au voisinage soit nommé, soit également l'adjoint du haut représentant, qui permettent de coordonner davantage ce dossier de la migration et de développer une stratégie plus globale.